Bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de vous accueillir ce soir avec Fabrice, Willy et notre invité qu'on va vous dévoiler après. Donc, la dernière de l'année pour nous. On va clôturer une année 2020 assez riche et nous avons quand même un invité prestigieux pour clôturer cette année. Donc, voilà. Fabrice, si je te parle au Crashing, après je vais te parler un peu d'IMSA, euh, 13 participations aux 24 heures du Mans, ça te parle? Et, ouais. Et Toulouse, hein, parce qu'on a déjà Ah, tout? accueilli Eric et Larry. On va pas les fâcher, les Toulousains. J'espère qu'on accueillera prochainement Jérôme Polican. Mais là, ce soir, ça va être Olivier Plat, notre invité. Et Olivier Plat, ben, pour moi, son petit surnom, je dirais, c'est l'appliquer. Pourquoi l'appliquer? Parce que c'est quelqu'un qui met les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément faire beaucoup, beaucoup de bruit. Mais par contre, quand il va commencer à tout mettre bout à bout, et ben, ça va au bout. Et surtout, c'est un profil qui est très intéressant. C'est un pilote qui a commencé comme amateur, qui a signé un certain nombre de contrats professionnels, qui a quand même été approché par un certain nombre d'équipes, que ce soit en proto ou l'année dernière pour faire une participation au Mans avec Ferrari. Donc, bienvenue Olivier Plat pour notre interview de ce soir. Bonsoir tout le monde. Alors, Olivier, bah, t'as pas de chance, hein, on a des questions bateau. Bah, on va s'y plier aussi. Toi, t'es tombé dedans très très jeune. Ton papa faisait de la compétition aussi. Écoute, ouais, moi j'ai grandi sur un circuit. Mon père a couru, lui, bon, plus à niveau amateur. Quand j'étais déjà, enfin, j'avais déjà très jeune âge, donc j'allais sur les circuits avec mes parents. Donc j'ai vraiment baigné dans ce milieu-là depuis tout jeune. Et alors, du coup, comment ça s'est venu cette passion? C'est à force d'être le papa ou il était pas chaud pour que t'en fasses et du coup, Alors, honnêtement, mon père au début était vraiment pas chaud pour que j'en fasse parce qu'il savait que c'était très aléatoire et ça pouvait être très éphémère. Donc il a fallu que j'arrive à le convaincre, on va dire. Et d'ailleurs, c'est justement grâce à un ami à lui qui m'a mis dans un kart très jeune et qui m'a donné l'opportunité de courir. Qui en fait où j'ai pu en fait m'exprimer et montrer entre guillemets ce que je savais faire. Après bon ben voilà, j'ai pu gravir des échelons en monoplace, enfin gagner le volant Elf qui m'a permis d'avoir une bourse pour pouvoir partir en sport-études et faire la filière Elf au Mans. Et bon après, je pense qu'il était plutôt content de voir ce que je pouvais faire et du niveau auquel j'ai pu arriver. Ouais. et il y a un pilote qui t'a inspiré quand tu étais jeune, Olivier? Écoute, non, pas vraiment. Je dirais que dès que j'ai été en âge de me poser la question de savoir ce que je voulais faire plus tard dans la vie, j'ai toujours voulu faire ça. Et mon but ultime, bien sûr, comme beaucoup de pilotes, c'était la Formule 1. Et là, ça s'est arrêté aux portes de la Formule 1 pour moi en Formule 2, mais je m'étais toujours dit que bon, ben, la F1 c'était bien, mais il fallait pas non plus s'obstiner. C'est très compliqué pour plein de raisons différentes, financières, politiques. Avoir aussi les moyens de pouvoir évoluer jusqu'en F1, ça demande beaucoup d'argent. Et à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix. Et aujourd'hui, le choix que j'ai fait de pouvoir courir en endurance et faire les 24 heures du Mans et les grandes courses prestigieuses d'endurance comme les 24 heures de Daytona, les 12 heures de Sebring, et de pouvoir surtout vivre de ma passion et d'être professionnel, c'était le plus important. Donc aujourd'hui, je regrette vraiment rien. Ah, pour nous, Olivier, pour que les invités qui nous regardent, 273 courses au compteur, 19 victoires, 64 podiums et surtout 13 participations au Mans, couronné d'un podium. Ouais, comme tu dis, couronné d'un podium, malheureusement qu'un, je dirais, sur 13 Et oui. participations. C'est bon, le Mans, c'est une course très difficile. C'est une course où petit grain de sable peut te faire perdre vraiment un très bon résultat.
il faut que tout soit parfait au Mans. Et il faut pas faire la moindre erreur. Il faut que du côté de l'équipe, toute la stratégie et l'exécution de la course, les pit stops, etc., soit vraiment irréprochable. Donc, ce qui fait aussi tout le charme de cette course, bien sûr. Mais je te dirais que j'ai jamais eu beaucoup de réussite et beaucoup de chance en cette course. Voilà, notamment en 2016 avec Ford, où je pense qu'on avait tout à fait nos chances de gagner, comme la 68 qui gagne. Et là, on a eu un problème sur un numéro de course qui doit s'allumer. Le règlement dit qu'il doit être allumé pendant la nuit. Et donc, on a dû changer en fait une aile arrière à cause de ça pour que le numéro puisse se voir de nuit. Et on a perdu 2 tours au stand et ça nous coûte la victoire. Donc, bon, c'est comme ça. Ça fait partie de la course. Le Mans, c'est assez traître, le Mans, quand même. Hein. Si tout n'est pas aligné comme il faut, comme tu le disais, ça peut jouer de mauvais tours. Donc, Olivier, en 96, tu débutes karting. Ouais, karting, j'ai pas fait beaucoup de karts. J'ai pas fait, comme je t'ai dit, c'est un ami à mon père qui m'a mis, on va dire, les fesses dedans et qui m'a permis de pouvoir commencer à évoluer et courir en karting. Après, je te cache pas que j'avais très vite la monoplace en tête et j'ai pu faire le volant Elf en 2000, ça remonte à 99. On vieillit, mais c'est ce qui m'a permis si tu veux, de pouvoir en fait vraiment commencer ma carrière professionnelle. J'avais 17 ans, j'ai pu gagner le volant Elf, qui m'a permis d'avoir ma première saison financée pour faire à cette époque, ça s'appelait la Formule Renault Campus, qui est l'équivalent de la F4 aujourd'hui. Voilà. Mais par contre, après la Formule Campus, donc tu fais direct un podium au championnat la première année. Et tu enquilles, tu fais le grand saut, alors que normalement, on va dire, tu aurais dû passer par la Formule Renault. Tu es allé directement en Formule 3. Tu as fait ce choix-là. Ouais, j'ai fait ce choix-là. C'était un choix, je te dirais, j'ai jamais sauté de classe à l'école. J'ai pu en sauter en sport automobile. J'ai eu cette opportunité-là. Quand tu as une opportunité comme ça, c'est difficile de la refuser, même s'il n'a pas été facile. Je dirais, moi, le premier, quand j'ai évolué en Formule 3, en faisant le step Formule Renault Campus F3, ça a été quelque chose de difficile pour moi parce que quand tu sors de la Campus, tu n'as pas forcément tout le bagage technique nécessaire pour évoluer et travailler avec des ingénieurs, comprendre toute la technicité qu'il y a sur des voitures comme ça. La première année était difficile, mais bon, un podium, le niveau était quand même relativement élevé, avec beaucoup de très très bons pilotes. Et je dirais que la deuxième année où j'ai changé d'équipe, où j'ai pu évoluer avec ASM et l'équipe de Frédéric Vasseur, aujourd'hui c'est devenu ART Grand Prix, comme tout le monde sait, m'a permis de faire des choses quand même relativement bien. Quelques victoires en championnat de France, et surtout la deuxième place au Marlboro Masters de Zandvoort, qui était à l'époque une course ultra réputée, où on était 50 engagés. Voilà, plus la victoire en Corée dans une autre course internationale. Je dirais vraiment que c'est là que ma carrière internationale en fait a débuté. En plus, à ce moment-là, ASM était quand même l'écurie favorite en F3, en F3, avec quand même de très très bons pilotes. C'était quand même une très bonne deuxième année de F3, on va dire, pour un jeune débutant. Ouais, non, tout à fait. À cette époque-là, j'avais que 19 ans. Donc, j'étais face à des pilotes qui avaient déjà pas mal d'années, que ce soit en Formule Renault ou même en Formule 3. Donc, voilà. Et puis, à cette époque-là, déjà, il y avait, comme en F3 Euro Series, l'année d'après, en 2003, il y avait des pilotes comme Robert Rosberg, Briscoe, Christian Klein, Alex Prema, Timo Glock, voilà. Donc le niveau était super relevé, je dirais. Ouais. Très, 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 très relevé. Et donc, il y en a qui ont percé en F1 de ce que tu as dit. Il y en a qui ont percé en F1, tout à fait. Et d'ailleurs, vous êtes suivis sur les autres années. Ouais, bah écoute, tu vois, comme par exemple avec Briscoe, aujourd'hui on se retrouve en endurance, on s'est retrouvé chez Ford, chez Ganassi. Voilà, c'est sûr que
J'aurais aimé aller en Formule 1, il n'y a pas de secret, mais bon, aujourd'hui, je m'épanouis dans ce que je fais. Je peux surtout vivre de ma passion, gagner des courses, évoluer dans des championnats qui sont ultra relevés et compétitifs. Voilà, surtout aujourd'hui, je me régale à rouler en IMSA, donc je regrette, honnêtement, je regrette rien. Et donc, après la F3, tu fais quand même un intérim d'1 an en World Series by Nissan en Espagne. Tout à fait. Ouais, intérim, on va dire, on peut parler d'intérim parce que pendant l'hiver, c'était l'hiver 2003-2004, j'avais pas de budget pour pouvoir courir. Donc, j'ai pu trouver une solution pour rouler avec Carline sur la fin de saison. Encore une fois, avec des podiums et une victoire. Donc, on ayant fait ça avec des moyens très, très limités, sans faire d'essai, sans faire quoi que ce soit. Donc, voilà, ça m'a permis aussi de pouvoir aussi rouler l'année suivante en GP2. Le GP2, à l'époque, c'était la Formule 2 actuelle, mais qui était l'antichambre de la Formule 1. Malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir rouler dans une on va dire une équipe de pointe parmi les 3 premières équipes. Donc c'est une discipline très difficile. Si t'es pas dans la bonne équipe au bon moment, c'est difficile de percer, de pouvoir réellement montrer ce que tu vaux. Bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec cette équipe, avec David Price Racing, et c'est surtout à ce moment-là que ça a été aussi un peu un tremplin pour moi vers l'endurance. Et comme tremplin, quand même, tu t'étais essayé à la Porsche Carrera Cup, donc en Allemagne. Tout à fait. Pas facile à prendre en main, non, la Porsche, quand tu sors de la GP2? Très difficile. Très, très, très difficile. Surtout en Allemagne. Cette année-là, il y avait 50 voitures engagées, avec vraiment des spécialistes de cette discipline. C'est sûr que quand tu arrives du GP2, je dirais, c'est un autre monde. C'est vraiment, il faut savoir se réadapter. Ça a été compliqué, mais bon, encore une fois, on a fait ça avec des petits moyens, avec MRS. Voilà, ça a été, on va dire, ça a été une expérience. Ça m'a permis de faire quelque chose en 2007, avant de passer réellement en endurance. Voilà. Et Olivier, tu as quand même gagné deux courses en GP2, Silverstone et Hockenheim. Ouais, j'ai gagné 2 courses en GP2. Il y en aurait dû en avoir d'autres. Il y aurait Barcelone où j'étais en première ligne et, en qualif, et bon, malheureusement un problème technique qui m'empêche de faire quelque chose de sympa, et pareil à Monaco. Mais bon, voilà, c'était les premières années de GP2. On avait beaucoup de problèmes avec l'anticalage pour les départs, beaucoup de petits problèmes techniques, qui a coûté beaucoup de très bons résultats à plein d'autres pilotes. Mais ouais, après je dirais que le GP2, bon, mais voilà, ça a été bien d'en faire. Je regrette de ne pas avoir pu le faire dans de meilleures conditions, mais bon, il faut faire avec ce qu'on a des fois. Tout à fait. Et du coup, comme disait Fabrice, la transition, tu nous l'as fait, hein, tu nous as devancé. C'est là que tu t'es dit à un moment, bon, ben, stop les frais, la monoplace, j'irai pas en F1 malheureusement. Et là, tu te dis, je tente l'endurance. Ouais, comme j'ai dit, il faut savoir faire des choix à un moment donné. Il faut pas s'obstiner. De toute manière, j'avais pas financièrement les moyens de pouvoir continuer en GP2, espérer rouler dans une équipe, parce que les budgets à cette époque-là, c'était déjà plus d'1,5 million d'euros. Je les avais clairement pas. Donc voilà, je m'étais toujours intéressé. J'avais toujours un œil sur les courses d'endurance, sur Le Mans, sur d'autres disciplines où tu pouvais vraiment vivre de ta passion et en faire ton métier. C'était le but ultime pour moi. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir rebondir en endurance. J'ai eu cette opportunité avec ce team portugais, à l'époque qui fait la SM, donc rouler sur une Lola AER. Et voilà, et c'est vraiment là que j'ai pu construire ma carrière en fait, en endurance.
Et surtout que 2008, direct, gros programme, quoi. Tu fais la Le Mans Series, qui était l'ancienne LMS, et tu tapes direct tes premiers 24 heures du Mans. Ouais, première saison complète en LMS, 24 heures du Mans. Voilà, c'était une expérience top pour moi. Honnêtement, j'ai découvert le Mans. Le Mans, c'est vrai que je m'y intéressais toujours avant, mais en fait, on comprend vraiment ce que c'est une fois qu'on l'a fait. C'est vraiment quelque chose de magique. C'est la plus belle course au monde, je pense. C'est une des trois plus grandes courses au monde, avec le Grand Prix de Monaco, avec les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a tout autour, l'ambiance, les fans qui viennent voir ça, les passionnés, toute l'adrénaline que ça procure et la pression qui monte au fur et à mesure de la semaine, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et toi, en tant que pilote français, comment tu l'as ressenti tes premiers 24 heures? Le niveau côté français, je suis pas trop axé là-dessus. C'est sûr que c'est toujours sympa de voir. Il y a beaucoup. Le Mans, c'est très international. Il y a beaucoup de fans français, mais il y a beaucoup de fans. Il y a beaucoup de Danois parce que Christensen à cette époque-là roulait. C'est très international, donc c'est beaucoup d'anglais. Mais voilà, c'est impressionnant de voir en fait toute la passion que peut amener cette épreuve, et de voir tous les gens qui connaissent en fait et qui viennent voir cette course. Ouais. Olivier, 2008, tu découvres l'endurance et le proto. 2009, bah, tu gagnes. 2009, tu gagnes le championnat Le Mans Series. Ouais. Bon, malheureusement, 24 heures, ça se passe pas très bien. Et surtout, deux victoires, Portimao et le Nürburgring, quoi. C'est trop bien. Ouais, non, Ça confirme. Nouvelle voiture avec la Zytec. Et voilà, super saison avec cette équipe. C'était une toute petite équipe qui fonctionnait avec de petits moyens, mais qui travaillait vraiment super bien avec de très bons mécanos, très bons ingés. J'ai passé 4 ans avec cette équipe et c'est peut-être les meilleurs souvenirs que je puisse avoir avec eux, avec cette structure, que ce soit tous les gars qui bossaient dans cette équipe, parce que avec les moyens qu'on avait et les résultats qu'on a fait, c'était quand même sympa. Il y avait une super ambiance dans l'équipe et voilà, ça compte aussi. C'est un sport où il y a quand même beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, et voilà, ça m'a permis c'est surtout eux qui m'ont permis de devenir de pouvoir aussi rouler chez Hawk Racing. Quand ils ont arrêté ce programme en 2011, j'ai pu aller rouler avec Hawk Racing et Jacques Nicolet, qui m'a donné ma chance dans son équipe. Et partant de là, c'est ce qui m'a aussi permis de pouvoir aussi malheureusement, je dirais, parce que ça ne s'est pas concrétisé à la suite de l'arrêt du programme Peugeot, mais de pouvoir rouler avec la 908 et j'aurais dû faire partie de l'effectif à ce moment-là et être troisième pilote pour les courses comme Spa et Le Mans. Donc ça a été vraiment pour moi un tremplin en fait. Et surtout, dans cette équipe Kiffel, vous aviez toujours pratiquement le même line-up, donc ça aide beaucoup aussi pour ces courses. Ouais, disons que c'était financé par un gentleman driver qui s'appelait Miguel Amaral. Et donc, voilà, j'avais de très bonnes relations avec lui. Ils étaient contents du boulot que je faisais avec eux. Et bon, ils m'ont gardé pendant 4 ans. Voilà, après, ils ont arrêté pour des raisons financières. Mais c'est ce qui m'a vraiment permis de pouvoir rouler chez Hawk et ensuite d'aller encore plus haut, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait de passer chez Hawk, qui avait quand même déjà un statut constructeur, et participer à quelque chose avec plus de moyens, avec des hommes de l'ombre tels que Sébastien Philippe, qui a été ensuite remplacé par Philippe Dumas. C'est quoi de passer finalement dans un top team, quoi? Écoute, Jacques, on était adversaires avant que je roule chez lui, mais en fait,
je lui dois beaucoup parce que quand ce programme s'est arrêté, j'ai pris le téléphone et je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai dit, SM va arrêter, c'était en plus en milieu de saison, j'ai pas de volant. Est-ce que concrètement, est-ce que tu y a une possibilité chez toi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Et quand je l'ai appelé, il m'a dit, tu as bien fait de m'appeler. Il me dit, laisse-moi revenir vers toi. Laisse-moi quelques jours, mais je reviens vers toi très vite. Et je te dis quelque chose. Et je pense que 2-3 jours ont passé. Il m'a rappelé et il m'a dit, bon, bah, écoute, on a une opportunité pour toi à Silverstone. Et tout est parti de là, en fait. Donc, Silverstone, c'est fait. Première course avec eux, on fait un podium au général en LMP1, avec au milieu des Peugeot et des Audi. Certes, bon, il y en a une qui a eu un problème, ça nous a permis de faire ce podium, mais voilà, on était premier privé, donc c'était un début fantastique avec eux et qui s'est enchaîné, qui s'est poursuivi sur 4 ans. Donc voilà, encore une longue relation, de super souvenirs. Voilà, bosser avec Seb Philippe, qui était mon team principal à cette époque. J'en garde de super souvenirs. On est devenu, c'est devenu même une relation d'amitié. Voilà, c'est vraiment un gars exceptionnel avec qui j'ai passé de super moments, qui connaît la course. Et voilà, et ça continue avec Philippe Dumas. Philippe Dumas qui est devenu par la suite mon manager, comme tout le monde sait. Voilà, donc c'était de belles rencontres et des rencontres qui m'ont permis de faire évoluer ma carrière vers le haut, quoi. Eh oui. Parce qu'en plus, tu as eu des programmes assez chargés, hein. Tu passais du proto à la GT, parce que tu as fait un peu de Blancpain aussi. Tu as fait quelques piges sur l'Intercontinental GT. Et t'as fait aussi les 24 heures de Spa, si je me trompe Ouais, pas. tout à fait. Et comment tu arrives à jongler? Tu passes d'un proto à une GT. En fait, tu fait que ça au final, parce que après, tu sais, c'est pas foncièrement si différent que ça. Ça reste 4 roues et un volant, je dirais, si on veut dégrossir la chose. Après, il y a plus de. C'est sûr que moi, j'ai plus l'étiquette prototype que GT, mais bon, ça a été une expérience, c'est différent. Je te dirais que le Blancpain, les 24 heures de Spa, c'était plus pour le fun qu'autre chose. Après, j'ai été très concentré sur mon programme en proto à cette époque-là avec Oak Racing. Jusqu'en 2015 où j'ai eu cette opportunité avec Ford et de pouvoir passer 4 ans avec ce team, avec cette équipe usine en WEC et aux 24 heures du Mans. Ouais. À toi, Fabrice. Mais, pardon. Mais du coup, qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'avec ton potentiel, alors certes, tu es français, mais qu'est-ce qui fait que Peugeot vient te chercher pour être le troisième homme de la 908 avant l'arrêt Bah, écoute, c'est très simple. Ça part de mon ingénieur que j'avais chez Hawk sur cette voiture en 2011, qui connaissait très bien l'ingénieur de la Peugeot de Sarrazin-Montagny, qui à cette époque était Léo Thomas. Et qui lui a demandé en fait, via un message, lui dit qu'est-ce que tu penses de plat, est-ce que tu penses qu'on devrait le tester? Et à cette époque-là, mon ingénieur chez Hawk, qui était Pierre-Alain Bouet, lui a dit oui, je pense que tu devrais le tester, ça vaut le coup. Donc c'est parti de là. J'ai fait ce premier test, j'ai fait ce qu'on appelle un shootout où il y était 5 ou 6 pilotes. Et à la suite de ce test et de ce shootout, voilà, ils m'ont demandé de revenir pour une simulation de 30 heures au Castellet avec la 908 actuelle, avec le V8. Et suite à cette simulation, ils m'ont dit, bon, écoute, on veut vraiment dans l'auto, en troisième pilote. Voilà, et bon, après,
on connaît la suite malheureusement, avec l'arrêt un peu immédiat du programme début janvier. Donc malheureusement, j'ai pas pu m'exprimer avec cette voiture-là, mais bon, j'ai eu la chance de rouler dedans, de faire ce test-là, cette simulation de 30 heures. C'était quand même aussi niveau expérience très enrichissant. Et voilà, j'aurais aimé rouler au Mans avec Peugeot et pouvoir me battre au général. Mais bon, ça s'est pas fait, c'est comme ça, c'est la vie. Malheureusement, je dirais c'est dommage, mais c'est pas. C'est le contexte actuel qui a fait qu'avec l'arrêt du programme, ça n'a pas pu se faire. Mais bon, c'est la vie. Alors, et cette Peugeot, elle envoyait? Ouais, non, c'était une voiture incroyable. C'était une voiture incroyable. Je me souviens de tous les kilomètres que j'ai fait dedans. De nuit au Castellet, c'était magique. Le couple que générait ce moteur, même bon, niveau châssis, la voiture, c'était vraiment super sympa à rouler. D'accord. Après, il y a eu le premier podium au Mans, enfin le podium du Mans. Ouais. Alors, ouais. qu'est-ce qu'on ressent sur la boîte? Honnêtement, podium au Mans, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est la victoire. Le podium, en plus, il était pour moi un peu amer parce que c'est l'autre voiture du team qui gagne cette année-là. J'avais fait la pole. Je pense que, si je ne me trompe pas, avant le début de la nuit, on avait déjà quelque chose comme 2 minutes d'avance sur la voiture qui gagne. Et bon, j'ai un de mes coéquipiers qui fait une faute et qui sort la voiture. On perd du temps au stand à réparer et au final, on finit deuxième. Alors que bon, je pense qu'on aurait dû dominer cette course du début jusqu'à la fin. Mais bon, voilà, ça fait partie des joies de l'endurance. Quand tu partages la voiture avec quelqu'un, il faut savoir l'accepter. Donc, au lieu de gagner, on fait deuxième. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est à partir de là que ça commence à venir les US? Ouais, alors je dirais qu'avant ça, il y a eu le programme avec Nissan, si on peut appeler ça un programme. La MP1, compliqué aussi. Voiture très spéciale avec une architecture, un design qui juste fonctionnait pas. Et Les freins, je crois aussi. Hein. Voilà. Mais après, surtout, voilà, il y a eu déjà cette opportunité avec Ford de pouvoir rouler un championnat du monde avec eux, et tout en continuant à rouler aux États-Unis et faire les courses longues en fait, où ils ont besoin d'un troisième pilote. Voilà, les États-Unis, pour moi, j'ai toujours pris énormément de plaisir à y rouler là-bas, et donc dès que je le pouvais ou dès que j'avais une opportunité, je manquais pas de la saisir pour pouvoir continuer à me faire un nom là-bas, quoi. Les Américains, ils sont très chauvins. S'ils te connaissent pas, si tu te fais pas un nom chez eux, tu peux être Schumacher. Ils ont pas grand-chose à faire de toi. Il faut vraiment qu'ils te connaissent si tu veux faire quelque chose là-bas. Je pense déjà que tu as pris de la valeur déjà en signant un contrat de pilote officiel Ford. Pour un Européen, c'est déjà une certaine... Ouais, non, tout à fait. Déjà, le fait de pouvoir rouler pour Ford, pour Ganassi et Multimatic, c'est toujours bien à mettre sur son CV et ça fait toujours parler. Après, bon, voilà, en même temps que j'ai pu rouler avec Ford, faire le fait de pouvoir continuer à mettre un pied aux États-Unis et faire les 24 heures de Daytona, les 12 heures de Sebring ou Petit Le Mans que j'ai gagné avec Michael Shank en 2016, ça m'a permis de rester là-bas et de me faire un nom, c'est clair. Alors, Olivier, on a Laurent Mercier sur le chat, parce qu'en même temps, on va te poser des questions, qui nous demande: Olivier, quand est-ce qu'on va vendre des glaces sur une plage en Espagne? Très bonne question. Ouais, en fait, on en rigole souvent avec Laurent parce qu'on se demande en fait qu'est-ce qu'on va faire si un jour tout s'arrête en sport auto, ou des fois quand on en a marre, on parle de nos anecdotes ou de certaines situations qu'on a pu rencontrer dans notre sport et qu'on en a un peu marre. On se dit souvent qu'on serait pas mal au bord de la mer à vendre des glaces. Donc voilà. Peut-être dans pas longtemps, on ne sait pas.
Bon, et pour 2021, c'est pas possible. Non, en 2021, ce ne sera pas le cas pour moi. Je vais avoir, je pense, une belle saison, une saison intéressante. Voilà, j'ai pu découvrir la voiture après Sebring cette année. Donc, non, il me tarde que 2021 commence. Alors, on a une question d'un Québécois, Stéphane Royer. Salut Olivier, tu es sûrement allé plusieurs fois à Mosport. D'ailleurs, je crois que tu as gagné à Mosport. J'ai gagné à mon sport en 2014, tout à fait. Ouais, tout Tout à à fait. fait. Et il nous dit, qu'en penses-tu? On lui dit plutôt juge entre le gamin et les hommes. Est-ce que c'est vrai pour toi? Mon sport, c'est peut-être un des plus beaux tracés au monde. C'est un circuit, même si c'est au Canada, je dirais, c'est un circuit américain où tu n'as que des virages rapides et tu n'as pas de dégagement. Donc, tu fais la moindre petite faute, tu es dans le mur à des vitesses incroyables. Mais ça va ultra vite et à rouler, c'est vraiment le pied. Donc au niveau des Donc, circuits, plus États-Unis que Europe au final. Complètement. Pour plein de raisons. Aux États-Unis, t'as pas. Alors, je dirais c'est bien et c'est pas bien, mais aujourd'hui, les circuits aux normes FIA, tu as des dégagements, tu as les des problèmes Renoff. de limites, et ces track limites, je dirais que c'est à cause du design des circuits, du fait qu'ils enlèvent les bacs à gravier, qu'ils mettent des dégagements en goudron. Voilà, aux États-Unis, Sebring, tu mets une roue de l'autre côté du vibreur dans le T1, tu es dans le mur et il n'y a pas de problème de track limit. Donc, c'est bien et c'est pas bien, mais les circuits à l'américaine, en fait, font qu'il n'y a pas ce genre de problème. Et je dirais que c'est encore c'est des circuits qui ont été faits il y a très très longtemps. Et c'est des circuits qui sont ultra rapides, que ce soit Road America, Sebring, Monsport, Watkins Glen. Watkins Glen, je pense que c'est un des circuits les plus rapides au monde. Donc, non, moi, honnêtement, je me régale à rouler là-bas. Et le fait Ouais. le fait qu'il y ait des règles plus permissives, avec un peu plus, on va dire, de contact ou de forceps, hein. Du coup, Disons que je dirais qu'en Europe, si tu doubles une voiture en la touchant, tu passes vite pour un criminel, malheureusement, si on peut appeler ça comme ça. Mais j'aime bien employer ce terme parce que ça m'est arrivé, ça arrivé à d'autres aussi, mais aux États-Unis, ça fait partie de la course. Aux États-Unis, ils aiment le show, ils aiment le spectacle. S'il faut que ça passe en force, ça passe en force. Et tu n'as pas forcément une pénalité derrière selon comment c'est fait. Donc, chacun interprète les choses à sa manière, je dirais. Mais je trouve que les décisions aux États-Unis sont beaucoup plus justes. Et en tout cas, ils te laissent de bagarrer, ils te laissent courir. Ah parce que si tu veux boire un coup, vas-y Olivier, n'hésite pas. Ah, il n'y a pas de souci. Donc oui, c'est vrai parce que c'est durant la tes... glace espagnole qui a du mal. Ouais. Ah, c'est pas le Covid, vous inquiétez pas. ouais, parce que de 2016 à 2018, quelque part, tu as plusieurs programmes. Tu es sur le WEC avec Ford. Ouais. Et tu es sur l'IMSA aussi. Tu commences ta carrière en DPI aussi. Ouais, tout à fait. Ben, j'ai failli la démarrer à plein temps en 2019 parce qu'à cette époque-là, j'ai eu une opportunité d'être full-time avec Wayne Taylor que j'ai failli saisir parce que j'aimais tellement rouler là-bas que je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que je continue 2 ans de plus avec Ford ou est-ce que je signe pour 1 an avec Wayne Taylor et je vois ce qui se passe? Je te dirais qu'à ce moment-là, j'ai pris la sécurité et le contrat de 2 ans avec Ford. Je regrette pas parce que bon, ça m'a permis de rester avec Multimatic aussi après de commencer à bosser avec Mazda parce que Multimatic était impliqué dans le programme Mazda. Mais j'ai pu faire pas mal de choses aux US avant ça, ouais, et avant de devenir de full-time maintenant. Puis surtout, le programme Ford a été prolongé. Au départ, ça devait être que 2 ans. Ouais, voilà, bon, quand ils ont prolongé de 2 ans de plus, c'est à ce moment-là, j'avais une autre offre pour rouler avec Cadillac et Wayne Taylor, et
Et je me suis vraiment posé la question à un moment donné parce que j'avais très, très envie de rouler à plein temps là-bas. Voilà, comme je l'ai dit avant, j'ai peut-être choisi la sécurité, le contrat de 2 ans avec Ford et de pouvoir aussi rester avec eux, de finir ce programme-là avec eux. Et aussi, c'est ce qui m'a permis en même temps d'arriver chez Mazda parce que Multimatic était impliqué avec Mazda, quoi. Voilà. Et surtout 2018, pour toi, c'était quand même une année chargée et victorieuse. 2018. Tu gagnes en LMP2, en ELMS au Castellet. Tu Ouais, gagnes en WEC à Spa. tout à fait. C'était une saison spéciale. En ELMS, super bien parce que j'ai pu rouler avec deux super pilotes et 2 super gars, je dirais, parce que c'est devenu des amis, Norman Nato et Paul Petit, avec qui j'ai passé une saison super avec Racing Engineering. On s'entendait tous les 3 super bien et c'est vraiment important dans l'endurance, surtout quand tu partages la voiture, de t'entendre bien avec tes coéquipiers. C'est pas toujours le cas. Ça va faire des compromis, mais avec eux, c'était le cas et on a passé de super moments. Voilà, la victoire à Spa aussi avec Ford, c'était sympa. Non, c'est sûr. Alors, Spa, comparé au circuit américain, c'est un petit peu plus. C'est différent pour toi, parce que là, c'est vallonné, c'est un peu le old school européen. Le old school, oui et non. Je dirais que à certains endroits, oui, comme le Raidillon, tu sais que si tu as un problème ou si tu fais une faute, tu es dans le mur à des vitesses assez élevées. Après, je dirais que c'est devenu très aseptisé, où tu as du dégagement, où tu as toujours ces problèmes de track limit. Donc, voilà. Donc, tu es pour le retour des bacs à gravier à Spa, quoi. Tu es pour le retour des bacs à gravier à Spa, quelle que soit la discipline. Je ne sais pas si je suis pour le retour des bacs à gravier. Encore une fois, il faut voir comment c'est fait et où c'est fait. Mais c'est sûr que pour rouler aux États-Unis, on n'a pas tous ces problèmes là-bas. Tu n'as pas un moment donné où à la radio, ton ingé te dit track limit. Voilà, 1 fois, 2 fois, 3e warning. Et puis voilà, donc c'est tellement facile, surtout en GT, quand les voitures. Quand tu fais un double relais sur le même train de pneus, dans le Raidillon, je peux te dire que la voiture l'a gardé les 4 roues entre les 2 lignes blanches, c'est très difficile et souvent les track limits on le fait vraiment pas exprès, mais bon, ça fait partie du truc. Et tu parles de track limit, Olivier. Est-ce que tu as vu l'Intercontinental GT pour les 24 heures de Spa cette année? Honnêtement, non, j'ai pas trop suivi. Est-ce que il fallait regarder juste les essais? Ils avaient enlevé les track limits aux essais. C'était fabuleux. Il y avait des virages qui étaient coupés. Mais... C'est sûr. Moi, je suis pour qu'on puisse laisser cette liberté et de pouvoir attaquer en permanence sans penser au track limit en permanence. Surtout qu'au final, ça ne change pas grand-chose. Je veux dire que voilà. Enfin, c'est ma vision à moi, mais bon. C'est dommage. C'est dommage que tu prennes des pénalités qui puissent te coûter un bon résultat à un moment donné ou un tour en qualif quand tu as fait la pole et tu te fais annuler ton temps pour rien du tout. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. À toi, Fabrice, si tu veux intervenir, vas-y. 2002, on passe à 2019, donc tu continues donc ta dernière année Ford. Tu continues, tu refais encore de l'IMSA avec Mazda aux États-Unis. Finalement, cette Mazda, elle est quand même un peu atypique on va dire dans le monde du sport auto ou dans certains choix techniques. Ouais, parce que c'est un 4 cylindres turbo, donc un petit moteur qui développe presque 700 chevaux. Mais je suis arrivé dans ce programme-là quand c'était encore compliqué, mais les choses étaient en train de s'améliorer. Et honnêtement, c'est une voiture exceptionnelle à rouler. Niveau châssis, c'est incroyable.
Voilà, en 2019, on gagne à Watkins Glen. C'était la première victoire de Mazda dans ce championnat avec cette voiture. Non, j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec cette équipe et cette voiture. Je regrette, on va y venir un peu plus tard, mais je regrette encore à Sebring il y a quelques semaines où malheureusement, je pense que la victoire était, enfin c'est pas je pense, la victoire était pour nous, mais on crève à 28 minutes de la fin alors qu'on avait 30 secondes d'avance et qu'on n'avait juste qu'à dérouler. Et c'est la 55 qui gagne, mais bon, c'est comme ça, c'est une victoire Mazda, c'est bien pour Mazda. Après, pour moi, c'était un peu plus amer, mais bon. Après, non, ça m'a permis, pareil, de cette voiture, de continuer à montrer ce que je savais faire aux États-Unis et de pouvoir décrocher ce contrat full-time avec Acura et Meyer Shank Racing. Parce qu'effectivement, on parle, cette soirée était dédiée, mais tu as également eu des équipiers, on va dire, des équipiers références. Ouais. Certains pilotes, on va dire, très trités, avec un palmarès peut-être encore plus grand que le tien. Mais au final, tu t'en sors pas si mal que ça. Ouais, non, écoute, j'ai pris notamment cette année beaucoup de plaisir à rouler avec Oliver Jarvis, qui est vraiment un super gars, un super pilote et super aussi sur le plan lui-même. Je regrette de ne pas avoir fait plus avec Mazda. Au début de 2020, c'était pas ce qui était prévu, en tout cas que je fasse que les 4 courses longues. C'est pour ça qu'ils m'ont bougé, ils m'ont changé de voiture et je suis passé de la 55 à la 77. S'il n'y avait pas eu cette histoire de Covid, je pense que j'aurais dû faire la saison complète. Malheureusement, ça va dire que ça a servi d'excuse à quelques personnes pour pouvoir me mettre full-time en 2020. Mais bon, écoute, c'est comme ça. L'essentiel, c'est que j'ai pu faire des trucs sympas. Daytona, on fait 2e cette année. C'est sûr que 2e, j'ai du mal à me satisfaire d'une 2e place, mais sur une course comme Daytona, qui était vraiment peut-être la course la plus difficile pour nous avec cette voiture compte tenu de la fiabilité du moteur. Faire 2e, c'était une petite victoire pour nous. Donc voilà, on a fait une course solide, c'était des gros points pour le championnat, c'était important. Et voilà, bon après, j'aurais aimé gagner à Sebring, mais bon, ça s'est pas passé comme ça aurait dû. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la course. Et sur 2020, en plus, à Daytona, tu avais le record du circuit à un moment. Ouais, j'ai le record de la piste Aurore, où je bats le record de la piste à la qualif du Aurore, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, Olivier, tiens, pardon, excuse-moi, j'en reviens parce que c'est le Mazda Team Jost. Ouais. Jost, on le sait qu'ils étaient aux 24 heures du Mans et en WEC. Vous avez hérité de l'équipe titulaire, on va dire, qui était sur le championnat WEC et Le Mans? C'était très différent. C'était Yost, mais c'était pas Yost comme ça a pu être avec Cody, je pense, même si je les ai pas connus à cette époque-là. Après, c'était Yost, mais même en étant Yost, Multimatic était déjà très, très impliqué dans le programme. Voilà. Parce que je crois que ton ingénieur de piste, qui est une demoiselle, enfin une dame, tout à fait. Lina Gade, elle était chez Audi, elle. Exact, mais Lina Gade, elle est pas Yost, elle est Multimatic. Ah, d'accord. Voilà. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler avec elle cette année. Et c'était aussi pareil une très bonne surprise et une super expérience parce que c'est vraiment une super ingé. Et elle est vraiment très, très, très forte dans beaucoup de domaines. Et c'était pour moi et pour tous les autres pilotes qui ont travaillé avec elle cette année, elle a vraiment super bien bossé et ça a été vraiment super sympa de pouvoir avoir une autre expérience et voir toute l'expérience qu'elle a parce qu'elle a quand même gagné déjà 3 fois Le Mans avec Audi, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Donc, non, elle est plus que calée et honnêtement, ça a été vraiment très enrichissant de pouvoir bosser avec elle. Et le fait d'apporter une expérience européenne dans une écurie américaine, parce qu'on sait que les Américains ont
parfois, on va dire, des comportements ou on va dire un vocabulaire qui peut être totalement différent ou une approche totalement différente de l'Europe. Est-ce que tu penses que ça a contribué justement à une part de progression c'est... Les États-Unis, ça peut être différent, mais au final, c'est pas si différent que ça. Enfin, en tout cas, pour ma part, avec Mazda, il y avait, vu que Multimatic était impliqué dedans, il y avait des Américains, mais il y avait aussi beaucoup d'Anglais. Et c'était plus, ça travaillait à la méthode anglaise qu'américaine. Mais bon, pour avoir roulé avec des teams qui étaient vraiment 100% américains et notamment le team dans lequel j'ai signé pour l'année prochaine, où il n'y a que des Américains, c'est sûr que c'est différent de par le langage, de par la façon de voir la course ou de l'aborder. Mais à la fin, ça ne change pas grand-chose non plus. Le langage, tu t'y es fait aux accents américains? Ouais, non. Je te dirais que ça dépend d'où ils viennent, mais bon, non, tu t'y fais, il n'y a pas de souci. Et le French accent de Toulouse, il passe bien aux États-Unis? Écoute, ça passe. Ça passe. Des fois, ils rigolent, mais bon, ça va. Et du coup, pour les 24 heures du Mans, tu t'es mis au langage des mains ou pour travailler avec Rizzi ou finalement, il n'y avait pas tant d'Italiens que ça Non, Rizzi, c'est très américain, d'une part parce qu'ils sont basés à Houston et que Le Mans, ils viennent chaque année faire cette pige au Mans. Mais voilà, ça a été aussi une bonne expérience pour moi de pouvoir rouler dans cette voiture, de pouvoir rouler avec Sébastien et avec Jules. Ça s'est bien passé. On a fait ça avec nos moyens. On arrive au Mans cette année à la première sans essai libre, et à part Jules qui connaissait la voiture de l'année dernière. Moi et Sébastien, on n'avait pas fait le moindre kilomètre dedans. Sébastien a fait le shakedown de la voiture quelques semaines avant, mais c'est tout. Donc, on a tout découvert sur le tas et donc, bon, voilà, on n'était pas forcément préparé comme il fallait, le team non plus. On fait 4e, honnêtement, je pense qu'on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. On a eu des petits soucis pendant la nuit avec un problème sur un modèle arrière qu'il a fallu changer, sur une roue, un pit stop qui était bloqué. Donc, on a perdu pas mal de temps là-dedans. On aurait peut-être pu faire 3e si on mettait toutes les choses ensemble. Mais bon, voilà, c'était une bonne expérience. Ça a été avec une voiture sympa, avec deux super coéquipiers. Voilà, si on peut le refaire l'année prochaine, j'espère. Ça a été initié par le club Ferrari France, avec des vrais passionnés qui se sont engagés dans ce programme-là et dans ce projet. Donc voilà, c'était une Ferrari, mais pas avec tout le support usine que peut avoir F Corset. Donc on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, mais c'était très sympa et j'espère que ça pourra nous amener à le refaire l'année prochaine, pourquoi pas. Ouais. Ah tiens, vu que maintenant on est sur ta saison débrief 2020, Olivier, en plus au Mans vous êtes parti dernier de la catégorie parce que vous avez eu autant de temps annulé pour les track limits. Track limits, je me souviens pas, non, je sais pas, je me souviens plus. Honnêtement, c'est Seth qui avait fait la qualif. C'était ultra serré, le fait qu'ils connaissent pas la voiture, etc. Honnêtement, il avait fait un super boulot. Non, je me demande si c'est parce qu'on n'a pas eu un problème sur un truc technique, mais qui n'avait pas d'importance, mais qui nous a fait partir. En fait, la FIA a décidé de nous faire partir dernier, mais bon, ça changeait pas grand-chose pour nous. Voilà, surtout sur une course de 24 heures, que tu partes 8e ou 4e, c'est pas un souci, voilà. Et alors, là, c'était ta première 24 heures, enfin ta deuxième 24 heures. Par contre, on a anticipé ta première 24 heures cette année, en 2020, c'était Daytona. Et là, tu n'étais pas loin du goal, là. Ouais, on était, comme je t'ai dit, on fait 2e. C'était une petite victoire pour nous parce qu'on savait que la voiture n'était pas forcément fiable sur 24 heures avec le moteur qu'on avait.
Après, la deuxième place, elle est toujours difficile parce qu'il n'en manquait pas grand-chose pour qu'on gagne. Mais bon, honnêtement, à ce moment-là, c'était des gros points pour le championnat et c'était déjà un super résultat pour Mazda. Je crois qu'avant ça, ils les avaient jamais finis. Donc, le fait de pouvoir finir deuxième, c'était déjà très bien. Bon, et Olivier, dans un mois, la Rolex, hein. Ouais, j'espère. Il faut la Rolex, là, quand même. C'est le but. Après, c'est clair. J'ai pu découvrir l'auto il y a 15 jours à Daytona. Voilà, ça s'est très bien passé. Je vais avoir de très bons coéquipiers. Meyer Shank Racing, c'est vraiment une super équipe. C'est une équipe que je connaissais déjà parce que j'ai gagné Petit Le Mans avec eux en 2016. Voilà, je pense qu'on a tout pour bien faire. Après, bon, tu connais, c'est une course très difficile. C'est une course qui aussi où tout a besoin. Il faut que ça soit parfait, l'exécution de la part des pilotes et du team. Il faut être fiable. Il faut être bon dans le trafic, rester en dehors des embûches et des contacts, etc. et tout, des touchettes pour être surtout en bonne position pour les 2 dernières heures qui comptent vraiment. Donc non, honnêtement, ça sera pas facile cette année. On découvre la voiture un peu tard. On a pu faire cette séance d'essai, c'est déjà génial. Mais on va tout faire pour gagner, ouais, c'est sûr. En plus, cette année, là, les 24 heures de Daytona, moi, je les ai un petit peu suivis et on a vu que à cette période, la nuit, c'est un peu frisquet, quoi. Donc, les températures des pneus. Ouais, il peut faire très chaud la journée, froid pendant la nuit. Donc, un peu plus difficile pour faire fonctionner les pneus. Mais bon, ça fait partie de la course. C'est pareil pour tout le monde, je dirais. Donc, à nous de s'adapter, de constamment optimiser tout ce qui est réglage, pression de pneus, etc., pour être le plus compétitif possible. Et surtout avoir une voiture bien pour la fin de course, quoi. Ouais. On espère surtout que tu reviendras nous voir peut-être sur le continent européen pour l'année prochaine. Tu as déjà un peu des pistes, tu as déjà un peu... Ouais. Honnêtement, l'année prochaine, je pense que ma carrière, c'est sûr, ma carrière et les années qui arrivent, elles sont aux États-Unis pour moi. Malheureusement, en Europe, c'est de plus en plus difficile de pouvoir vivre de ce sport. Il y a de moins en moins de constructeurs impliqués, hélas, pour le moment, je dis. Mais il y a de plus en plus de teams qui recherchent des pilotes avec des budgets. Ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir rouler dans de bonnes conditions aux États-Unis dans un championnat que j'aime énormément où tout est possible jusqu'à la fin, où on te laisse courir normalement. Donc honnêtement, je suis très bien là-bas. S'il y a une opportunité en Europe et de pouvoir rouler dans de bonnes conditions avec une bonne équipe comme je l'ai fait en 2018 avec Racing Engineering et avec de bons coéquipiers et faire le LMS, je le ferai avec grand plaisir. Mais pour le moment, c'est pas le cas et honnêtement, je suis très concentré sur mon programme aux États-Unis et c'est ce qui compte pour moi. Donc voilà, j'espère pouvoir faire le Mans encore l'année prochaine. Mais je suis très très concentré et axé sur l'IMSA pour le moment. D'accord. Mais si tu devais repartir au Mans sur une hypercar, tu prendrais qui comme équipier? Ah, il envoie le Fabrice là. Ah, écoute, je sais pas, il y a plein de pilotes. J'ai eu la chance de rouler avec plein de pilotes, sympas, de pilotes super bons, super doués, que ce soit Nicolas Pierre, Oliver Jarvis, Harry Ticknell, et j'en oublie peut-être, Pipo Derani. Donc c'est sûr que si en tant que pilote, j'avais le luxe de pouvoir choisir mes coéquipiers, ça serait top. Après, c'est pas nous qui décidons malheureusement.
Mais non, après, pourquoi pas le WEC et l'Hypercar, mais pour le moment, je suis très bien en IMSA et en DPI avec Acura et Meyer Shank Racing. Voilà. Mais du coup, avec quel équipier tu ne partirais pas alors? Ah, c'était salopard quand même. Je pense que la liste pourrait être longue, ouais, mais bon, on ne sait pas le nom ce soir. Et Olivier, on a une question de Hermine Lefebvre, une demoiselle qui suit. Quel serait pour toi ton scénario 2020 pour qu'une année soit réussie? Scénario idéal pour qu'une année soit réussie. Si je parle pour moi, je dirais que déjà gagner Daytona, ça c'est bien. Gagner Sebring aussi. Je dirais gagner des courses déjà, ça c'est bien. Gagner des championnats, c'est encore mieux. Voilà. En étant professionnel, on court pour ce genre de résultats. Donc voilà. Ouais. C'est vrai qu'à Sebring, on a regardé la course. La canette de Coca, là, elle me restait entre les mains. Quand j'ai vu que tu avais crevé, je dis merde, ça c'est quand même. En plus, il n'y avait rien pour vous arrêter. Là. Comme tu disais, il y avait une bonne avance confortable. Non, honnêtement, on pouvait faire un splash and dash gratos. Presque. On avait fait une super course. La voiture a été vraiment exceptionnelle. On était clairement au-dessus de la 55. Après, on a cette crevaison qui nous coûte la victoire. Elle n'est pas facile à accepter, mais malheureusement, ça fait partie de ce sport. Donc, c'est sûr que la 3e place, elle est sacrément amère, mais bon, écoute, pour moi, la vie continue. J'ai la chance de pouvoir rebondir encore l'année prochaine et la chance de pouvoir réessayer de gagner cette course. C'est sûr que quand tu peux mettre les 12 heures de Sebring sur ton CV, à ton palmarès, c'est sympa. Comme tu peux le faire encore plusieurs fois, c'est encore mieux. Voilà. Il va falloir attendre un petit peu plus, j'espère. Olivier, là, tu as signé 2 ans avec Meyer Shank, non? Ouais. Voilà. Alors, ma question, elle est simple. Déjà, là, tu pars pour un programme complet, on est d'accord? Ouais, tout à fait. 2022, on le sait qu'il y a redistribution des cartes. Est-ce qu'on aura la chance de voir Olivier Pla sur une LMDH en 2022? 2023, tu veux dire 2023, excuse-moi. J'espère. J'espère. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend pas que de moi, même si beaucoup de choses dépendent de moi, parce que dans ce milieu-là, il faut toujours être compétitif et montrer que tu es là et que tu es performant en permanence. Mais j'espère très sincèrement pouvoir être au Mans en 2023 en LMDH. Ouais, ça, c'est clair, c'est le but. Et donc, les Américains, ils ont quelle vision de l'arrivée de l'hybridation? Eux qui sont peut-être, on va dire, c'est quand même des championnats. Ils ont des championnats, on va dire, mythiques, avec des règlements qui ont peu évolué sur les années. Comment ils ont apprécié, comment ils ont évalué l'arrivée de concepts nouveaux, avec des châssis partagés, des technologies partagées et de l'hybridation? Je pense que le LMDH, c'est clairement à cause d'eux. Hein. C'est clairement eux qui ont poussé pour ça. Je pense que déjà le DPI, ça a pu attirer quelques constructeurs. Je pense que le LMDH, comme on peut le voir, ça donne beaucoup d'intérêt à beaucoup de constructeurs, Porsche, Audi et d'autres qui vont arriver, j'en suis persuadé. Et ça permet aussi de pouvoir faire et l'IMSA et le WEC, donc tout en contrôlant les coûts, ce qui, je pense, est dans la situation actuelle et l'élément déterminant, je dirais, parce que je ne pense pas que des budgets à 200 millions d'euros, comme ça pouvait être le cas avec d'autres constructeurs par le passé, pour du LMP1 et l'hybride, c'est faisable dans la situation actuelle.
Donc, je pense que pour l'endurance, c'est quelque chose de top. Est-ce que toi, tu verrais qui débarquer des États-Unis pour venir faire des courses en Europe? Corvette, Mazda, Acura. Je pense que ces trois potentiels que tu viens de citer qui sont tout à fait à même d'être intéressés de venir au Mans, clairement. Parce qu'en plus, l'année 2023, donc normalement, si normalement cette passerelle sera mise en place, ça veut dire que la première course, la Daytona Rolex 24, on aura aussi des équipes WEC qui vont venir. Ouais, je pense. C'est encore un peu tôt pour le dire. Mais bon, je pense que c'est déjà une course prestigieuse. C'est une course aussi qui peut être, comme le faisait Peugeot par le passé, être utilisée en vue de préparer le Mans, au mois de juin. Donc, pour plein de raisons, je pense que ça attirera forcément du monde. Je pense que des constructeurs il y aura beaucoup de constructeurs qui vont décider de s'impliquer dans le WEC et dans l'IMSA, comme c'est le cas pour Porsche. Donc, comme pouvait le faire en GTE, Ford, avec 2 voitures en WEC ou 2 voitures en IMSA. Mais comment tu vois l'avenir du GTE? Parce que, effectivement, je pense que. Ouais, je pense que le LMDH, ça va sonner la fin du GTE, malheureusement. Après, j'espère que le GT sera toujours présent, mais je pense que ce sera sans doute sous une forme différente ou en WEC avec du GTE. Mais c'est dommage parce que c'est une super catégorie. C'est une catégorie où il y a le niveau est très élevé. C'est des team usines. Les voitures sont super sympas à rouler. Je veux dire, je me suis régalé à rouler dans la Ford pendant 4 ans. C'est vraiment des super autos. Maintenant, je dirais qu'il faut savoir vivre avec son temps. A priori, ils annonçaient des jeux. Excuse-moi, Olivier, vas-y. Si le LMDH, ça doit être la suite et ça doit prendre le dessus sur le GTE, je pense que c'est aussi, ce sera sans doute une bonne chose. A priori, il partirait sur du GT3. On aurait GT3, LMP2 et LMDH. Ouais, peut-être faire une GT3 un peu plus évoluée ou quoi, je sais pas. Ouais, ça a du sens. Et Olivier, vas-y, excuse-moi, Fabrice, vas-y. Non, j'allais te dire, Alban, sur le papier, je te dirais oui, tout à fait. Il faut savoir quand même que le GTE, c'est l'organisation, on va dire, de l'ACO, on va dire, du WEC, et l'appellation GT3, c'est Stéphane Rattel. Donc, c'est quand même, on va dire, c'est des choux et des carottes, quoi. Ouais, là, ça devient très politique, là. Mais, ouais. On voudrait bien mettre tous les œufs dans le même panier, mais oui, c'est peut-être un raccourci rapide, mais effectivement, ce serait une suite logique. J'espère après que les organisations vont arriver à être suffisamment intelligentes pour arriver à partager une GT3+, mais du moins déjà sur les appellations, et je pense même pour l'avenir du sport auto, ce serait bénéfique d'aller dans ce sens-là et de réduire une part de budget pour rendre peut-être les choses plus accessibles. Ouais, je pense la même chose. Après, est-ce qu'ils arriveront à le faire? Ça, c'est une autre question. Je pense que ça a tout son sens. Après, il y a plein de sujets et de décisions que malheureusement, nous les teams ne maîtrisent pas, quoi. En plus, ouais, si tu mets une catégorie endurance où il n'y a pas les GT, ça ressemblera pas à grand-chose. Ouais, c'est un peu l'attrait. Le GT, c'est très important. Ça fait partie de l'endurance. Pour moi, il y a de sur- ou sous-catégorie ou quoi. Je veux dire, j'ai pris un plaisir énorme à rouler en GTE Pro pour une usine avec Ford pendant 4 ans. Ça fait partie aussi du charme des 24 heures du Mans, des courses d'endurance, du fait qu'il y ait des voitures de catégories différentes dans la même course. C'est très important pour le championnat. Et je veux dire, les constructeurs qui vendent en partie des voitures des GT dans les concessions automobiles aussi,
ça permet de s'identifier aussi à ces voitures-là, quoi. Donc, je ne pense pas que le GT ne disparaîtra pas, mais ce sera sous une forme différente, c'est sûr, sous un règlement différent peut-être. Mais ça sera toujours présent et c'est super important. Elles sont chiantes, les GT à Sebring. Hein. C'est chaud à doubler. Hein. Faut pousser un peu dans l'herbe. Et ouais, mais après, ça fait partie du charme des courses d'endurance où il y a aussi où il faut prendre des risques dans le trafic et voilà. Après, moi qui roulais dans les deux, des fois nous on râle quand on se fait fermer les portes par les GT, mais après aussi quand tu es en GT, tu râles de te faire un peu malmener sur certains freinages ou de faire des attaques un peu suicides de certains protos pour passer. Donc, bon, voilà, j'ai été dans les deux situations et je comprends le problème. Mais bon, ça fait partie du charme de l'endurance aussi, c'est comme ça. D'ailleurs, je vais te poser une question, Olivier. Si je te demande de choisir entre les deux catégories. Sans compter le proto ou le DPI, parce que c'est des voitures qui sont extrêmement rapides, qui ont beaucoup d'aéros, qui vont très très vite, qui sont vraiment kiffantes à rouler. C'est comme une monoplace, donc voilà, c'est vraiment des voitures qui sont super abouties. Donc honnêtement, on prend vraiment son pied à rouler avec. Ouais, carrément. D'accord. Allez, on va faire 2-3 petites questions et après on te libère parce qu'on ne va pas te prendre toute la soirée. Même si on t'écoute religieusement. T'es plus pilote de nuit ou pilote de jour? Je te dirais que j'aime les deux. Voilà. La nuit, c'est sûr que la nuit au Mans ou la nuit à Sebring, il faut l'avoir vécu pour s'en rendre compte et l'apprécier, je dirais, mais c'est des sensations top. Ça amplifie le phénomène de vitesse. Mais les deux sont sympas. C'est juste c'est une période différente de la course, mais bon, c'est sûr que la nuit au Mans, des pistes comme Sebring où tu vois pas grand chose et ça va quand même très très vite et c'est même difficile à expliquer, mais tu sais, c'est vraiment le kiff. Ouais. D'accord. Et tu nous parlais avant de tes équipiers modèles, mais au final, on a eu Franck Lagorce qui était passé il y a quelques temps déjà, qui nous parlait finalement de ses adversaires et effectivement, il s'est aussi également nourri de ses équipiers, hein, parce qu'il a participé à de nombreux championnats américains, les 24 heures du Mans avec Mercedes, des programmes avec Cadillac. Mais Franck Lagorce nous parlait également de certains pilotes, on va dire, avec qui il y a eu vraiment des grosses bagarres et qui finalement l'ont fait grandir. Comme un ami toulousain, je pense que tu connais, Eric Hellary, qui nous disait, lui à l'époque, c'était Christophe Bouchu, qui finalement l'a vraiment amené on va dire, à se sortir les tripes. Est-ce que ça a été également ton cas de devoir, de temps en temps, puiser et te dire, punaise, lui, c'est vraiment un coriace, et je dirais, tu prends peut-être une dimension supérieure à dire, punaise, je suis devant lui, quoi. Honnêtement, de tous les coéquipiers que j'ai eus, j'ai eu la chance de rouler avec de très très bons, de très très vite. J'ai eu Harry Ticknell chez Ford pendant 4 ans, où on était adversaire, ou même chez Mazda, qui est pour moi très très rapide, ou même Oliver Jarvis. C'est super enrichissant déjà de pouvoir rouler avec des mecs comme ça, parce que même si tu es de leur niveau, tu vois quand même ce qu'ils font sur la télémétrie, sur les datas, etc. Et c'est enrichissant parce qu'en fait, tu progresses tout le temps. Tu dis, ah, là, le virage, il fait ça, etc. Donc, tu essayes et en fait, tu repousses les limites en permanence. Voilà, c'est un sport de haut niveau à la fin. Hein. C'est un sport où chaque millième compte.
Surtout le niveau où on le fait, c'est ultra compétitif et tu peux rien laisser au hasard. Donc, tu es tout le temps en train de chercher pour grappiller, et tu es tout le temps à la limite en permanence. Donc, quand tu peux voir ce que tel ou tel pilote fait ou pouvoir vraiment analyser tout ça sur l'ordinateur et sur les datas, au final, tu n'en sors que plus fort, ouais, c'est sûr. Et alors, le niveau européen est-il vraiment supérieur, comme on nous le dit, comme on se vante, que le niveau américain en termes de pilotage? Honnêtement, le niveau européen, il est très, 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 très bon. Quand tu vois le niveau aux États-Unis, les pilotes qui sont engagés en IMSA, il est tout aussi bon, si ce n'est meilleur. Voilà, quand tu roules aux États-Unis contre des Castroneves, Montoya, Cameron, qui va être mon coéquipier, qui est quelqu'un qui va extrêmement vite. Non, je pense que le niveau, il est peut-être que dans le passé, le niveau était plus élevé en Europe, mais si tu vois les teams, les ingénieurs qui bossent dans ce championnat en IMSA pour des équipes américaines, et je pense qu'ils ont rien à envier au championnat européen, ça c'est sûr. D'accord. Tiens, par contre, Olivier, c'est pas trop fatigant de faire les allers-retours Toulouse, les US? Parce que t'es pas implanté aux USA, faut le dire. Non, ouais, écoute, j'y ai passé 1 mois et demi là parce qu'avec ces histoires de confinement et tout, déjà, quand tu as reconfiné en France, Mazda, ils m'ont demandé de venir un peu plus tôt aux États-Unis pour éviter tout problème. Et je te cache pas que j'en ai profité pour rester là-bas parce que je commence à rouler avec Acura 3 semaines après. Donc, j'ai passé mon confinement non confiné aux États-Unis, donc ça c'était plutôt sympa. Après, c'est sûr que c'est beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'heures d'avion. Bon, tu t'habitues à tout. J'étais un peu jet-lagué de temps en temps, mais bon, ouais, c'est un choix. Et comme beaucoup d'Européens, on fait beaucoup d'allers-retours là-bas. Même mes coéquipiers qui vivent en Angleterre ou quoi faisaient la même chose que moi. Donc voilà. Après, la situation actuelle fait qu'avec le Covid, je pense que l'année prochaine, je vais sans doute être amené à y passer un peu plus de temps. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, quand tu arrives après 8 ou 10 heures d'avion aux États-Unis, tu mets une musique, tu vas nous mettre quoi aux États-Unis? Non, je mets rien du tout. J'essaie de dormir, de me reposer. Et puis après, quand c'est le sens des États-Unis et que tu sais que tu montes dans la voiture le lendemain ou le surlendemain, en général, la tension nerveuse, ça te maintient éveillé. Donc, j'ai jamais eu trop de soucis. Je subis plus le décalage horaire quand je rentre en France où j'ai plus de temps à me remettre que dans l'autre sens. Et des fois, dans les avions retour, il y a des pilotes, ça débriefe un peu? Il y a des Européens qui rentrent avec toi? Ouais, bah, de temps en temps, on se retrouve dans les avions ou dans les lounges, dans les aéroports, ça permet de discuter et tout. Donc, ouais, ça arrive. Ça se lâche un peu là alors. Tout dépend, tout dépend de comment on sache, mais non, après, bah, de toute façon, en général, avec les pilotes avec lesquels on s'entend bien, c'est toujours sympa de pouvoir se retrouver après une course et d'aller boire un coup ensemble ou d'aller manger ensemble. On n'est pas tous ennemis. Il y en a qu'on respecte plus ou moins, mais bon, notamment avec ses coéquipiers, c'est toujours sympa de pouvoir se poser, de refaire la course ou de se raconter certaines anecdotes. Et du coup, Olivier, t'es pas trop le seul Frenchie, hein? Simon Pagenaud, Loïc Duval. De temps en temps, on a un petit Gabriel Aubry qui vient faire une pige. Tristan Vautier. En GT, tu avais Fred Mako. Vous arrivez quand même à vous retrouver un petit peu pour. Ouais, non, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de Frenchies, comme tu dis. Mais ouais, écoute, des fois, ça nous arrive de prendre l'avion ensemble et de discuter. Et c'est bonne ambiance. Après, bon, quand chacun monte dans la voiture pour la course, c'est différent, mais bon, c'est comme ça. Hein. On a une question d'Hermine
Olivier, quelles sont tes passions en dehors de la voiture? Les passions en dehors de la voiture. Alors, euh, honnêtement, quand je rentre chez moi, bon, j'aime faire du sport, c'est important déjà pour ma préparation physique, mais je fais attention à ça, mais euh, j'aime aller courir dans les endroits calmes, tu vois, me ressourcer et tout. Voilà, ça fait partie de mon quotidien, je dirais, de m'entraîner physiquement, de faire du sport. Euh, Quand j'aime bien me changer les idées l'été quand il fait beau, je suis pas un vrai motard, mais j'aime bien, j'ai une Harley, et j'aime bien aller rouler comme j'ai pu le faire avec un de mes meilleurs amis, Nicolas Armindo, partir se faire des road trips en moto ensemble, apprécier les beaux paysages et se faire des bonnes bouffes. Voilà, c'est un côté sympa. Voilà. Après, j'aime bien aussi passer du temps sur la côte basque, du côté de Biarritz. C'est un coin que j'aime beaucoup en France et qui me permet de me ressourcer et de passer du temps à l'océan. C'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Alors, t'es plus place française ou place US alors? Bon, aux US, j'ai pas forcément le temps d'aller à la plage, je te T'as pas le rassure. temps. Euh, j'ai eu un peu l'occasion pendant les 3 semaines que j'ai passées confiné aux US, mais j'en ai profité. Mais après, après, j'ai pas trop la tête à ça. Euh, mais même s'il y a de très beaux coins aux États-Unis, sur la côte ouest ou quoi, les plages doivent être très très sympas, j'en doute pas. Et j'espère que j'aurai le temps d'y passer un peu de temps, mais bon, c'est pas le but ultime. Donc je te dirais que je suis plus plage française, c'est sûr. Ouais, et Olivier, on va parler un petit peu gamelle, hein. C'est les fêtes de fin d'année. Allez. Ça te manque pas trop chez nous, là, ça te manque pas trop les repas de chez nous, ça te manque pas trop la bouffe Ah, française. quand tu passes du temps là-bas, c'est différent. Hein. Après, les États-Unis, ça a changé aussi. Hein. C'est pas forcément comme il y a quelques années. Après, tu peux très bien manger aux États-Unis, mais aussi ça peut être très très cher. Et tu peux aussi, c'est très facile de très mal manger. Donc, bon, c'est sûr que si tu me demandes de choisir à 100% cuisine française. Petit cassoulet. Ouais, non, c'est pas ce que je préfère. Non, c'est pas toi. Pourtant, c'est chez toi, c'est ton coin. Vivant à Toulouse, non, 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 non. Hein. Choucroute alors avec Armando? Non, non, non. Non plus. Allez, on va conclure sur une deuxième question, une dernière question, Olivier. Quel serait ton futur lointain après post-compétition? Donc quoi tu te vois te reconvertir? Ouais, écoute, Laurent Mercier en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est pour vendre des glaces et des chouchous? Non, non, écoute, honnêtement, je ne sais pas. C'est un grand dilemme chez moi, mais en même temps, j'essaie de ne pas trop me prendre la tête avec ça. Je suis très concentré sur ce que je fais actuellement. Je pense que j'ai encore quelques belles années devant moi. Enfin, du moins, j'espère. Je vais tout faire pour, en tout cas. J'ai quelques objectifs sympas et des choses à faire, je pense, avec une très bonne équipe l'année prochaine et sur les années qui arrivent. Donc, je suis surtout très axé et concentré sur ça. Après, ben, c'est sûr que comme pour tout pilote, à un moment donné, je dirais que les bonnes choses ont une fin. Donc voilà, j'espère que ce sera le plus tard possible, mais je sais pas si j'aurai envie de rester dans ce milieu-là, si c'est je sais pas. Je verrai sur le moment, je te dirai sans doute, mais au jour d'aujourd'hui, difficile à dire. Et par exemple, on a des jeunes qui nous regardent. Qu'est-ce que tu leur prodiguerais comme conseil actuellement? À la part d'un vieux, parce qu'on a à peu près tous le même âge avec Fabrice, on va avoir toi tu vas avoir la quarantaine, nous on a la quarantaine. Qu'est-ce que tu leur dirais aux petits jeunes? Honnêtement, c'est un sport tellement difficile et tellement aléatoire et éphémère pour plein de choses. C'est tellement difficile aujourd'hui de pouvoir arriver à faire une carrière dans ce sport. D'une part parce que ça coûte tellement d'argent pour te faire un nom en fait. Je veux dire aujourd'hui, le gamin qui veut aller en Formule 1, s'il n'est pas prêt depuis le karting comme a pu l'être Hamilton ou être impliqué dans un programme junior comme avec Red Bull ou Renault, sauf si ses parents sont milliardaires, c'est
c'est quasiment impossible. Je pense que, honnêtement, surtout pour accéder à la Formule 1, après, je pense très sincèrement qu'en endurance, il y a des belles années qui arrivent. Si on arrive à se débarrasser de ce virus et que les choses et que la vie puisse reprendre son cours. Je pense qu'il y a beaucoup de constructeurs qui risquent de s'impliquer dans ce championnat avec le LMDH, avec l'hypercar, l'électrique, etc., tout ce que ça va entraîner. Donc, voilà, après c'est difficile. C'est difficile pour moi de donner déjà des conseils à des jeunes parce que je sais que c'est tellement dur de pouvoir réussir, de pouvoir vivre de sa passion dans ce domaine-là. Mais voilà, je leur dirais juste déjà d'être bon, de savoir se faire remarquer, de gagner les courses. De toute façon, il n'y a pas de secret, il faut gagner les courses, gagner des championnats et se faire remarquer. Et surtout, il n'y a pas que la Formule 1. Je pense que la Formule 1, aujourd'hui, c'est devenu tellement difficile d'y accéder. Je pense qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment en sport automobile, et notamment en endurance, qui vont se passer, qui risquent d'être intéressants pour les futures générations. D'accord. Fabrice, t'as une dernière question, Olivier, ou on le laisse conclure? Écoute, non, c'est bon, on va le laisser conclure. Bon, on a une petite tradition chez nous, tu sais, Olivier. Ben, c'est toi qui vas conclure l'émission. Écoute, déjà, merci pour cette interview. C'était un moment sympa passé avec vous trois et en espérant vous croiser, non pas virtuellement, mais en vrai sur les circuits, en espérant qu'on puisse aller sur les circuits sans problème en 2021 et courir normalement. Voilà. Non, on l'espère. Très bien. Nous aussi, on l'espère. On espère te voir au Mans. Ce sera moins loin pour nous pour venir te voir. Donc, j'espère qu'on te verra au Mans, tiens. J'espère aussi. Pour le moment, j'ai pas de. Enfin, je te dirais, j'ai pas grand-chose pour le moment, mais je pense que la moindre bonne opportunité, je manquerai pas de pouvoir faire le Mans. Ouais, voilà. Ok. Bon, eh ben, écoutez, merci à tous. On vous souhaite tous une bonne fin de soirée. On a un petit groupe F1 Racing Live qui est géré par Willy. On a un petit groupe karting géré par Virginie Le Pichon. Donc, si vous voulez, on couvre un peu tout le sport auto. Merci encore Olivier pour sa disponibilité, sa gentillesse. Et Fabrice, là, tu vois, comme c'est Noël, je mets le bonnet que tu m'as dit. Ouais. Voilà. J'ai même pas eu le temps de mettre mon joli pull, tu vois. Et voilà. Donc, voilà. Donc, on vous remercie à tous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Ne déconnez pas non plus. Hein, on ne va pas abuser. Et surtout, on se revoit en 2021. Et on souhaite tout de bon à Olivier pour 2021. Olivier, une Rolex. Hein. Ouais. Au-delà de la Rolex, si on peut déjà gagner, ce sera pas mal. Mais bon, c'est. Au moins le championnat. Ouais. Eh ben, bonsoir à tous et à toutes. Et on se dit à l'année prochaine sur des nouveaux lives et surtout des nouvelles infos et des nouvelles actus. Et surtout, Alban, notre premier invité de l'année, on va changer quand même un petit peu le format. C'est que ce sera une personnalité féminine. Ah. Donc, tu veux donner un indice peut-être? Ah, mais... tu penses bien que je suis Alsacien. Toi qui es un Alsacien. Un petit peu chauvin, je vais être un petit peu chauvin. Donc, effectivement, une personnalité alsacienne avec du palmarès, issue d'une famille du sport auto, dont le fils vient d'être champion du monde cette année en WTCR. Donc, ce sera pour le 13 janvier à 20h45. Tu sais qui c'est, Olivier? Ouais, je vois qui c'est. Ah bah voilà. Et bah voilà. Bah, si Olivier voit qui c'est, bah dis le nom maintenant, Fabrice. Alors. C'est Cathy Muller. Donc, Cathy Muller sera avec nous pour nous faire partager son expérience du sport auto, son actualité, son implication au sein de la FIA Women Academy. Ça tombe bien parce qu'il y a quelques temps, elle était justement au circuit Paul Ricard
où Doriane Pain, la jeune Française, fait partie des derniers finalistes de ce programme soutenu par la Scuderia Ferrari. Malheureusement, le dernier épisode n'a pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire à Maranello, parce que le dernier test devait avoir lieu à Fiorano. Donc, j'espère que d'ici là, on aura peut-être de très très bonnes nouvelles également pour la jeune Française. Mais en tout cas, Cathy Miller sera avec nous le 13 janvier 2021. Tu sais qu'on a fait toute la famille aussi. Hein. Ah oui. Ah oui. Eh oui. Bon, Olivier, allez, on l'embête pas plus, le pauvre, c'est quand même les fêtes de fin d'année, qui profite un peu de sa famille et du restant de sa soirée. Bonne soirée, bonne fête, à bientôt. Au revoir. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.